Donc la 5e vidéo, c'est sur les politiques mises en œuvre pour lutter contre le chômage. Alors, on entend souvent ce terme de politique de l'emploi. Elles apparaissent véritablement à grande échelle après le premier choc pétrolier, parce que c'est là qu'on a eu une augmentation du chômage de masse et qu'on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Jusqu'en 1993, la politique de l'emploi avait 2 axes. Le premier axe, c'est de se dire, il faut créer une croissance riche en emplois, comme on dit. Et donc, on essayait de stimuler la croissance et l'investissement par de la dépense publique. Et le deuxième axe, c'était de se dire, il faut retirer des travailleurs du marché du travail, comme ça va libérer des emplois pour d'autres. Donc, par exemple, on a mis en place des dispositifs de pré-retraite, en se disant, si on met en retraite plus tôt les salariés, ça va libérer des emplois pour les plus jeunes. À partir de 1993, on a un peu changé de paradigme, en partie parce qu'on a analysé un peu différemment le chômage. Et donc, on s'est dit, on ne va pas simplement essayer, on ne va pas du tout sortir les salariés les plus âgés du marché du travail. Au contraire, maintenant, on essaye de faire travailler les gens plus longtemps, donc c'est vraiment la logique inverse. Et ce qu'on veut maintenant, c'est augmenter le taux d'emploi. Donc, vous vous rappelez, dans la première vidéo, on avait dit le taux d'emploi, c'est le nombre de personnes qui sont en emploi sur une classe d'âge. Donc, maintenant, on veut vraiment essayer d'avoir le plus de personnes qui travaillent. Et l'approche qui, du coup, a été prise pour essayer quand même de réduire le chômage, c'est de faire baisser le coût du travail. Donc, le coût du travail, c'est encore une fois ce que l'employeur doit payer pour embaucher quelqu'un. Et ce qui est un gros dispositif pour faire baisser le coût du travail, c'est les exonérations de charges sociales. Alors, vous vous rappelez qu'on a discuté dans la vidéo numéro 3 le fait qu'en théorie, le salaire minimum pouvait freiner certaines embauches parce que l'employeur trouverait que c'est trop coûteux d'embaucher quelqu'un. Et donc, il y a eu une réflexion qui a été menée pour dire, bon, le coût pour l'employeur, qu'est-ce que c'est ? C'est le salaire que perçoit le salarié, mais c'est aussi les charges sociales qu'il doit payer sur ce salaire. Donc finalement, plutôt que de baisser le salaire minimum, ce qui va pénaliser le salarié et mettre certains salariés dans des situations de pauvreté et de précarité, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut baisser les charges sociales que l'employeur paye sur ses salaires. Et en fait, au début, on s'est dit le chômage touche principalement les travailleurs les moins qualifiés, ceux qui sont autour du salaire minimum. Donc, on ne va pas alléger les charges sociales de façon générale, on va les alléger spécifiquement sur les plus faibles salaires. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de dire, on réduit le coût qu'il y a à embaucher des travailleurs au salaire minimum, puisque, certes, ils ont leur salaire minimum qui peut paraître parfois à l'employeur élevé, mais ils payent très peu de charges. Donc, au final, pour lui, c'est beaucoup moins coûteux que s'il payait le même pourcentage de charges que sur d'autres salaires. Et puis après, les exonérations de charges ont été progressivement élargies jusqu'à des salaires allant jusqu'à 2,5 fois le SMIC. Et sur la diapositive, vous voyez une liste en fait de toutes les exonérations successives qu'il y a eu depuis 1993. On a eu un peu un empilement de dispositifs, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une série de mesures, mais qui visent toutes à rendre moins coûteux pour les employeurs le fait d'embaucher sans pour autant toucher au salaire perçu par le salarié. C'est vraiment ça la logique. Alors, il y a d'autres politiques de l'emploi, il n'y a pas que les exonérations de charges, il y a aussi la flexibilisation du marché du travail. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce qui touche au contrat de travail. Donc, par exemple, il y a eu beaucoup de discussions sur CDD, CDI. On a parfois voulu introduire d'autres types de contrats de travail, etc., avec l'idée que c'est des contrats plus flexibles qui, encore une fois, vont inciter les employeurs à embaucher davantage. Il y a eu les ordonnances d'Emmanuel Macron en 2017 pour là aussi essayer de flexibiliser davantage le marché du travail. Et puis, l'autre volet, c'est bien sûr les politiques de formation qui sont très importantes, parce que comme on l'a vu précédemment, une partie du chômage structurel en France est liée au fait que les demandeurs d'emploi n'ont pas forcément les formations requises par les employeurs. Et donc, les politiques de formation peuvent essayer de réduire cet écart, et il y en a beaucoup qui sont mises en œuvre.
l'État a investi 10 milliards dans le plan investissement compétences qui cherche vraiment à développer ces formations. Et enfin, sur les politiques de l'emploi, je voudrais finir sur l'exemple danois. L'exemple danois, parce que souvent on parle pas tant d'un exemple que d'un modèle. On dit voilà, au Danemark, ils arrivent à avoir un taux de chômage assez faible et pourtant quand même un système social plus généreux que dans des pays comme les États-Unis qui ne sont pas forcément un modèle pour la France. Et donc sur quoi repose l'exemple danois? Eh bien, sur 3 piliers. Le premier que vous voyez en haut, c'est le marché du travail flexible. Ensuite, un système d'indemnisation généreux. Et enfin, des politiques actives du marché du travail. Alors comment ça marche ce triangle? L'idée, c'est de dire, on va avoir un marché du travail flexible, donc on ne va pas avoir peur de licencier, d'embaucher, etc. On ne va pas avoir de coûts de licenciement très élevés. Parfois en France, on dit que c'est difficile de terminer un CDI, il y a des coûts juridiques, etc. Donc là, à l'inverse, au Danemark, on va dire, rendons plus facile le licenciement, mais assurons-nous que si les personnes sont licenciées, elles sont dans des bonnes conditions. Donc, un système d'indemnisation généreux, ça veut dire qu'en Allemagne, l'assurance chômage, c'est 90% de son salaire passé. Donc, finalement, quand on tombe au chômage, notre revenu ne baisse pas tant que ça. Alors qu'en France, par exemple, ça dépend un peu du salaire, mais c'est plutôt 60% l'ordre de grandeur. Donc, on va dire, voilà, rendons le licenciement plus facile, mais faisons en sorte que si les gens sont licenciés, ils ont quand même un revenu tout à fait décent. Et les politiques actives du marché du travail, c'est pour faire en sorte que les personnes retrouvent un emploi facilement. Parce que comme on a vu, parfois, un des problèmes de l'assurance chômage, c'est que les gens se disent, bon, bah, finalement, maintenant j'ai du temps, j'ai un revenu, donc je n'ai pas besoin de me presser pour retrouver un emploi. Et avec les politiques actives du marché du travail, ça veut dire qu'on va conditionner le fait de recevoir l'assurance chômage à la participation à tout un tas de programmes, soit de recherche d'emploi, soit de formation, etc., pour être sûr que les gens retrouvent un emploi rapidement. Et donc ça permet de ne pas avoir peur des licenciements, embauches rapides, etc., parce qu'il y a ce système de flexicurité, comme on dit, qui protège quand même les travailleurs. Donc voilà, ça c'est la fin maintenant de ce 5e objectif. On a tout vu sur le chômage.